Clara, qui ensuite a tenté sa chance à Paris, échec commercial en tout cas, artistique, chacun en jugera, mais en tout cas un début de carrière à Paris qui l'a profondément marqué parce qu'elle avait de grandes aspirations artistiques. Et on va dire que sur son premier album, en tout cas son premier single, ça n'a pas eu le succès escompté. Gros succès en revanche à partir de la fin des années 80, l'album Shady Benton, et une carrière qui s'est déroulée ensuite jusqu'en 2023 avec quasiment un album par an, parfois même un triple album, et donc je me sens qui a ses danses d'un artiste extrêmement prolifique. Grand nom de la chanson française, de la pop française, du rock français, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et c'est une question que je vais poser à toi Yann, parce que je sais que tu as depuis beaucoup de recul sur l'œuvre de ton père, et tu en arrives à la conclusion qu'en fait ton père était un bluesman. Oui, je pense que mon père était un bluesman, qu'il a inventé un blues qui est purement français, qui n'est pas un blues importé, mais qui est un blues qui a ses propres racines. Parce que pour faire le blues, il faut trouver ses racines. Et lui, il a mis en exergue ses racines. Il a toujours refusé de faire d'aller sur Paris, de s'installer à Paris comme la plupart des artistes. Il a voulu rester dans sa région natale, à quelques kilomètres de là où il a passé son enfance. Après, ça ne l'a pas empêché d'avoir des expérimentations artistiques en allant enregistrer notamment de disques aux États-Unis, d'autres projets qui ont été apportés, comme un projet en Irlande, une tournée en Russie aussi qui a été un petit peu un échec, avorté. Il y a eu aussi vouloir se frotter à la musique plutôt orientale en Égypte. Donc voilà, il a eu multiples vies et c'est pour ça aussi que le titre du roman du livre, c'est le roman. Donc oui, pour moi, effectivement, je pense qu'il a véritablement créé un blues, qu'il a créé un style musical qui lui est propre, un style Jean-Louis Murat, avec un blues à la française, et des textes. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont de véritables poèmes, mais ce ne sont pas des poèmes chantés. Ce sont des poèmes qui prennent corps avec une musique et qu'il y a une proximité, ou en tout cas une dynamique entre la musique et les textes qui est véritablement très remarquable dans l'œuvre de On va vous laisser avec les musiciens tout de suite. Le premier morceau s'appelle Over and Over, et comme son titre ne le dit pas, Jean-Luc Murat écrit essentiellement en français. Et c'est un extrait d'album Toboggan, 2013, l'un des plus dépouillés et brut, vraiment écrit, enregistré quasiment de Tarsi à la maison. À vous, merci. Merci et bravo, c'est pas fini, on vous rassure. Comme prévu, quelques mots, vous allez entendre. Une femme, c'est la chanson la plus rare peut-être de cette question aujourd'hui, mais c'était justement en version studio, une captation live sans public, en tout cas d'un film paru à la BD qui s'appelle Parfum d'Acacia au jardin. La chanson précédente, Full Woman, issue en 2002 de l'album Qui est sa femme, est l'une des plus connues, une chanson les plus connues de Jean-Louis Murat, qui est probablement la plus streamée sur la plateforme. Si je fais erreur, c'est à une ou deux chansons près. Et la précédente, Tout m'attire, issue de l'album Babel en 2014, qui est un album qui a une spécificité, c'est que Jean-Louis Murat s'était entouré d'un assez trapu, on va dire, un quintet, Elado Orchestra, qui a par ailleurs sa propre discographie, originaire de Clermont-Ferrand. Ils ont travaillé ensemble sur cet album en 2014, qui est l'un des gros marqueurs de cette discographie. Vous aurez remarqué que l'amour sous absolument toutes ses formes et façons de vivre est central dans à la fois les 4 premières chansons que j'ai entendues, mais aussi dans l'œuvre de Jean-Louis Murat, sur l'amour, et aussi sur le crash territorial, on en parlait tout à l'heure, il est fait sur l'inquiétude qu'on peut ressentir à telle ou telle époque dans laquelle il a vécu et sur lesquelles il a écrit. Par exemple, je parlais de l'album Le Moujik et sa femme, c'est un album très 11 septembre, on va dire, très post 11 septembre. C'est, je crois, le fil rouge de quasiment toutes les chansons de cette setlist. L'amour, pendant, l'amour après, l'amour comme un ressenti, l'amour quasiment de façon philosophique, l'amour physique, absolument la rupture évidemment, mais aussi l'amour qui se savoure. Et je cherche le mot, je ne l'ai plus en anglais. Je vous révèle que la chanson suivante sera Amour n'est pas querelle, donc l'amour n'est pas un combat, loin de là. J'ai une question pour Yann. Donc là, on a la chance d'entendre ces chansons très dépouillées, très acoustiques. Et les versions originales des 3 chansons qu'on va poser, par exemple
l'une en trio, l'autre en quintette, l'autre en live. Comment décidait-il que à telle ou telle période de sa discographie, il allait avoir un son très brut, où il allait jouer la plupart des instruments, il peut s'autoproduire à la maison, ou au contraire partir avec des musiciens, soit qu'il découvrait, soit qui étaient ses fidèles, avec un groupe aussi qui en tournait en studio, qu'il affectionnait aussi. Comment il décidait l'album suivant, par exemple, serait quelque chose de très collectif, on aurait senti sur lui. Alors, il y avait parfois des travails un peu cycliques, parce que là on vient de parler, on entend plus de fond, la femme, l'Acacia, qui est un album en fait qui a été préparé, même c'est difficile de dire que c'est un album, c'est vraiment, je trouve vraiment un événement artistique presque qu'il a voulu comme étant le prolongement de la tournée précédente, la tournée, et donc en entraînant quasiment son groupe, ses musiciens, en essayant de tirer ce qu'il y avait de plus essentiel dans leur jeu pour arriver justement à cette production qui était le parfum d'Acacia. Et donc il se voulait aussi une œuvre audiovisuelle. Alors là, où c'est un petit clin d'œil, c'est par rapport à ses essais dans le cinéma, il a toujours eu horreur du cinéma parce que le cinéma il s'y essayait, donc il trouvait qu'il y avait trop de temps mort, et puis ce qui l'intéressait c'était plus de passer derrière la caméra. Et alors pour la petite histoire, c'est que c'est Duncan qui réalise, donc un réalisateur de cinéma, de télé, qui a fait notamment Boruch, avec Jackie et donc il s'est retrouvé totalement fou, il serait ficelé par mon père, parce que mon père avait prévu tous les plans. Tous les plans, il les avait écrits à l'avance, et Duncan s'est retrouvé en simple exécutant. Donc ça a été un peu tendu, toute la captation visuelle, mais il y a de la chance. En fait, maintenant il passe derrière la caméra, il est l'acteur principal, il a ce jeu qui est exceptionnel et qui fait bien. C'est un de mes duos préférés, il y a ce jeu entre Camille et mon père, c'est extrêmement cinématographique, c'est une très belle œuvre. Alors pour revenir à ta question, parce que je suis étant universitaire, je suis assez spécialiste pour ne pas répondre à la question qu'on m'a posée, je reviens quand même à l'origine, ni comment il le décidait. Il y avait finalement l'intention toujours de faire quelque chose de différent. Alors, ce que je n'avais pas compris après coup, parce qu'on était systématiquement dans une effervescence créatrice et donc un album sur un autre album, etc. J'ai jamais eu l'occasion de parler ce point avec lui, mais je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait une véritable cohérence dans l'ensemble de cette discographie. Et que ces disques s'enchaînent, mais ils s'enchaînent comme si on enfilait des perles, c'est-à-dire vraiment de façon extrêmement cohérente. Je ne sais pas comment il décidait, c'était aussi des envies, c'était lié aussi en fonction de l'état d'esprit à un moment donné. Moi, je le voyais bien comment les disques se préparaient. Moi, je n'étais pas surpris lorsque j'entendais les maquettes, le fait de ce qu'il m'avait envoyé comme musique en amont de ce qu'il écoutait. Donc, il y avait aussi j'avais une interaction entre la musique qu'il écoutait à un moment donné et la disque qu'il avait envie de faire. Peut-être que c'est la musique qu'il écoutait qu'il avait envie de faire tel ou tel disque. Voilà. Donc il y avait une certaine dynamique. La musique est un véritable profil, l'écriture aussi pour le faire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a gardé. Lui, je ne peux pas arrêter comme quoi il a effectivement enchaîné comme ça tel album, une tournée avec un enregistrement qui est en condition du live, mais qui quand même être un enregistrement un peu studio, mais même si c'est en condition du live. Pour après enchaîner sur un autre disque, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé poser la question. C'est un peu ce type de cas aussi, ce qu'on va pu se dire. Et effectivement, c'est des choses que j'aurais comprendre comment il a réussi à construire cette œuvre tout en étant dans une volonté d'aller vite. Le syndrome du mec qui part en retard, quand on disait 37 ans, quand on a 37
ces années se sont produits de succès, dans les années qu'on se tournait, voilà, en se disant, si je veux construire une œuvre, il faut aller très très vite. Donc lui, après, aller très très vite, peut-être pas le deuxième album, parce qu'au contraire, il était très long et il a été accouché dans la douleur, mais après, par la suite, ça a commencé à prendre une cadence extrêmement rapide, et même c'est l'industrie du disque qui l'a gagné, parce qu'il était en capacité de pouvoir sortir 2 albums par an, si on avait eu la possibilité qu'il pouvait sortir encore plus. Et donc voilà, d'alterner avec des tournées, avec des albums studio. Il aurait aimé faire des albums avec beaucoup plus d'ambition. Je sais que National 89, il aurait bien aimé faire une suite à National 89, dans ce côté disruptif, mais il n'a pas allé plus loin parce qu'il a senti qu'il y avait aussi cette interaction avec son public, que son public il avait perdu avec National 89. Je vous conseille d'ailleurs de le réécouter maintenant, et vraiment c'est un album qui est très remarquable, assez remarquable. Et donc après qu'il s'est recentré, sans se vendre au business, il s'est recentré sur d'autres choses pour ensuite après aller etc. Il y a une cohérence, il y a une interaction aussi avec son public, il y a des interactions aussi avec des tournées, parce qu'il a fait beaucoup de tournées, il allait beaucoup au contact du public. Ce qui l'intéressait, c'est de savoir comment son public recevait aussi ce que lui donnait à travers sa musique, ses textes et son interprétation. Parce que c'est aussi 500 concerts, c'est 400 titres. L'œuvre de mon père, 500 concerts, 27 albums. Donc voilà, et il y a toujours eu cette interaction. Il y a toujours eu cette interaction. Et ce besoin de rencontrer son public. Et en parallèle, cette volonté de ne pas être avant-gardiste, de faire la musique sans rencontrer son public. D'être avant-gardiste, avant-gardiste, c'est pas. Merci. Il paraît qu'on va parler plus près du micro, donc on va le faire. Donc un mot sur les 2 morceaux que vous venez d'entendre. Long John, qui est probablement le seul, je pense, de la setlist à ne pas être directement connecté au thème de l'amour, parce que c'est une chanson de deuil qui est issue, si je ne dis pas l'album Babel aussi, dont on parlait tout à l'heure, celui qui a été enregistré avec le Delano Orchestra. Et avant ça, La maladie d'amour, extrait de Lilith, album paru en 2003, triple album. Donc j'en ai écouté beaucoup de musique et si vous relisez l'interview qu'il avait accordée à Magic à l'époque, il expliquait qu'il fallait avoir un triple album dans sa discographie, que c'était comme ça qu'on était artiste qui comptait, et je pense que c'est aussi un petit pied de nez à l'industrie du disque qui lui refusait de sortir un disque tous les 6 mois. La question que j'ai pour toi, Yann, sur ce... Alors les textes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la poésie adaptée pour du blues. Il faisait partie de ces artistes qui n'aimaient pas expliciter tous ces textes, il considérait que les gens devaient se les approprier. Et voilà, si les choses résonnent en vous, tant mieux, si elles ne résonnent pas, tant pis. En tout cas, ils ne sentaient pas du tout le devoir d'expliciter tout ce qu'il y avait derrière ces formulations, ces alexandrins, même si c'était très très rare. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de la façon dont ces textes représentent ou pas l'état d'esprit dans lequel il était à tel ou tel moment où il les a composés? Est-ce que c'est une extension artistique de son, on va dire, journal intime, ou est-ce que il produisait finalement beaucoup de chansons qui étaient un petit peu décorrélées de ce qu'il ressentait lui-même personnellement dans sa vie à ce moment-là? Ce qu'on pourrait tout à fait imaginer, puisque tous les textes ne sont pas extraordinairement explicites. Ah non, les textes ne sont pas extraordinairement explicites, même ils mettaient des pièges pour ceux qui voudraient vraiment interpréter mot à mot ces textes, qui vont essayer de trouver un sens caché dans l'ensemble de ces textes. Donc il y a plein de pièges. Effectivement, ces textes sont directement corrélés à ce qu'il vivait à l'instant T. Il parle de lui, il parle beaucoup du temps aussi, c'est un artiste contemporain. Parfois on a pu dire finalement qu'il était prophétique, mais non, c'est que simplement il sentait les signaux faibles. Quand il fait Interroge la jument, il parle des terrasses, mais en fait quand on s'attaque à notre mode de vie, finalement c'était dans l'air du temps, je vous rappelle, on met dans le contexte, il y a Daesh, etc., la Syrie. Voilà, donc c'était en train de
sauver, il écrit Charlie Hebdo avant. Donc finalement il le sent, il le met en musique, il le met en texte et puis après en musique. Après il parle essentiellement de lui, il parle des moments de sa vie. J'en sais un secret pour personne, vous écoutez Baby Love, c'est son divorce. Voilà. On écoute le lien qu'il fait, c'est sa séparation avec Marie-Olivier. Donc voilà, non, il n'en fait pas mystère non plus, les choses qui sont extrêmement personnelles. Moi je me suis vu dans des textes, après sans laisser, je me suis rendu compte que j'apparaissais dans des textes, mais je n'apparais pas en tant que Yann comme ça. C'était pas du figuratif, j'ai jamais fait du figuratif, et puis qu'il fallait garder une certaine décence. Ça va aussi avec son caractère, rural, dire paysan, auvergnat. Et puis bon, c'est pas intéressant non plus, il ne s'intéresse pas à tout le monde, nos petits malheurs de la vie quotidienne. Par contre, de pouvoir rebondir par rapport à ce que l'on ressent sur des sentiments qui sont universels, je pense que c'est la force qu'il a réussi à mettre dans ses textes. Je m'en suis rendu compte, d'ailleurs beaucoup et encore plus en organisant ces rencontres, en allant au-devant des lecteurs ou des futurs lecteurs, c'est que ces textes, finalement, on peut se les approprier, comme tu disais, ils résonnent en nous. Ils font aussi, peuvent faire référence à des moments intimes que l'on a vécus, puisque finalement, on rentre en résonance avec un texte qui fait appel à nos sentiments profonds aussi, de ce que l'on a pu vivre, ou éventuellement à la mémoire, l'effet sur la mémoire, là on retrouve bien l'effet proustien sur la mémoire, ou comme il disait, comme il chantait tout à l'heure, aimer c'est être aimé, c'est Swann, c'est un amour de Swann, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était inspiré par ces musiques, elles ne sortaient pas, et ces textes, je veux dire, vraiment, ne sortaient pas de nulle part, elles sortaient de ses propres lectures, elles sortaient de ce qu'il pouvait vivre au quotidien, elles sortaient aussi et étaient inspirées par ce que l'on vivait. Quand on dit vendre les prés, il le chante bien avant qu'on ait les agriculteurs qui nous bloquent les autoroutes, mais ça pouvait. On savait déjà qu'il y avait un problème avec la ruralité en France. Lui, simplement, il l'a constaté, il l'a dit. Ou quand j'ai fait ses textes, alors là, c'est en plein dans le présent, quand il fait son texte sur les Gilets jaunes, c'est pas, en fait, c'est pas un engagement politique. Même si mon père était foncièrement, il avait des attitudes politiques en lui. C'était presque un dernier punk, j'ose dire ça maintenant qu'il n'est plus là, parce que sinon il m'engueulerait, il a toujours eu horreur des punks. Mais je trouve qu'il avait une attitude très punk, en fait, finalement. Mais c'est pas un engagement politique, les Gilets jaunes, moi, il me le raconte. C'est se dire, voilà, on se retrouve bloqué sur les ronds-points, lui, naturellement, il va au-devant des gens pour essayer de comprendre pourquoi vous bloquez. Et puis il commence à discuter, il commence à comprendre, et là ça touche, parce qu'il a une extrême sensibilité. Il faut mettre ça aussi dans le contexte de l'individu. Mon père, c'est aussi pour ça que c'était un grand artiste, c'est parce qu'il avait une extrême sensibilité. Et pourquoi aussi il a refusé par ailleurs, par la suite, mais j'ai très loin, mais dans les médias, et d'aller dans les médias, mais parce que trop facile de déstabiliser quelqu'un qui est extrêmement sensible, c'est extrêmement facile. Donc voilà, pour revenir donc à la question, pour bien répondre à la question, je fais des efforts. Non, c'est inspiré, oui, effectivement, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il ressent, de tout ce qui peut parfois effectivement aussi le révolter, parce qu'il y a des textes qui sont vraiment des textes de révolte intérieure. Tout ce qui pouvait être injustice pouvait véritablement aussi le mettre hors de lui. Donc voilà, donc c'est intimement lui. Ces textes, c'est vraiment intimement lui, mais sans être figuratif, en nous donnant la possibilité de nous les approprier, de nous les interpréter, de nous les approprier nous-mêmes en les interprétant au prisme de notre propre vie. Merci. On va vous laisser. Avec un nouvel extrait de l'album Lilith, le fameux triple album. Vous n'avez ni une chanson sur les Gilets jaunes, ni sur les terres agricoles, ni sur le deuil. C'est une rêverie érotique. Bravo encore aux musiciens. On vous dit un dernier mot donc, pour identifier les deux chansons. Enfin, il y en a eu trois, mais tu en as présenté une des trois. Je me souviens issu de l'album Il Francese en 2018. Et l'au-delà, aidez-moi, c'est Moujik et sa femme. Ouais, Moujik et sa femme en 2002. Donc toutes les chansons que vous avez entendues là ce soir sont issues de la discographie de Jean-Louis Murat entre 2002 et 2018. Donc on espère tous que ça vous a donné envie de replonger dans sa discographie.
discographie. Pour la replacer dans son contexte, il y a de très grands albums parus avant 2002. Dans les années 90, on peut citer Vénus, Dolores, Mustango, je vois madame qui a le t-shirt, et j'ai entendu un monsieur en parler aussi tout à l'heure, Mustango des années 90. Et puis après 2018, encore 3 albums, si je me souviens bien, dont le dernier paru en 2021, donc on est quasiment sur une discographie de 40 ans. En tout cas, si on veut parler d'une production discographique studio, de son vivant, je sais qu'il y a peut-être quelques inédits qui traînent. Yann, il y a beaucoup de fans dans la salle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... il le disait en interview, on a des extraits d'interview dans Magic où il disait: moi j'ai dit à mes enfants, vous verrez, il y aura plein d'albums quand je serai parti, il y a plein de choses à faire sortir. Je sais que tu as une grosse pression à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde? Je peux dire que chaque chose vient de son temps, que c'est pas forcément évident aujourd'hui de sortir des inédits, un disque d'inédit de mon père sans qu'il soit présent. Voilà, donc ça c'est pas évident. D'ailleurs il y a un disque live qui sort, mais un seul inédit. Et puis d'autre part, il a déjà été joué, donc il a été joué en concert, c'est No You. Donc vous voyez que c'est pas facile, c'est difficile. Qu'il faut aussi prendre le temps de tout inventorier, parce qu'il y a des tonnes de titres, il y en a vraiment beaucoup. Il y aura aussi, une fois que on aura fait l'inventaire avec les professionnels de la profession, comme on dit, auront fait l'inventaire, et de se poser la question de qu'est-ce que mon père aurait voulu en faire. Est-ce qu'il aurait voulu vraiment les utiliser tels quels? Est-ce qu'il aurait voulu les confier à un autre artiste pour pouvoir les interpréter à son tour? Voilà, donc il y a toutes ces questions-là à se poser. J'ai bon espoir qu'on y arrive. En tout cas, je mets toute mon énergie pour y arriver. Donc voilà, j'espère que l'avenir va nous annoncera que dans l'avenir on aura une pléthore de disques d'inédits, pour pouvoir écouter une nouvelle production. J'espère qu'on aura beaucoup aussi d'artistes qui oseront un peu se frotter à l'œuvre de Jean Murat, parce que je crois que aussi c'est pas forcément facile. Il faut attendre un certain temps, peut-être. Sur les artistes, c'est pas. Aussi le secteur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, sur notre moi, ce patrimoine culturel qu'il nous a laissé, celui qu'on connaît, mais celui qu'on ne connaît pas. Et puis il y a des carnets, et puis il y a des peintures, parce qu'il était très prolifique. Mon père était très prolifique et il s'était frotté à plusieurs. Alors parfois avec un peu moins de réussite, ces œuvres audiovisuelles, je pense à une en particulier qui est un peu moins réussie, mais moi en tout cas je m'engage à m'y atteler, à faire mon maximum pour. Sachez que je ne suis pas le seul décisionnaire dans cette affaire, mais que j'ai bon espoir qu'on y arrive. Tu me disais qu'on y arrive. On a tous entendu ton intention, mais tu me disais aussi, notamment dans l'interview dans Magic, que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas s'attendre à, comme d'autres artistes décédés dont les ayants droit publient en permanence de nouvelles choses. Tout sera structuré et, ne sortira que ce qui apportera quelque chose. Ah oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de faire les fonds de tiroir, puisque, à mon sens, d'après ce que je vois, mais je n'ai pas encore une idée totalement précise de ce qu'il y a, mais d'après ce que je peux deviner comme matériaux qu'il nous a laissé, il y a de la masse, il y a de la quantité. Après, on ne va pas faire de la quantité au détriment de la qualité, bien évidemment. Ça ne serait pas respectueux. On est détenteur d'un droit moral. Moi, je suis juriste. Droit moral, ça veut dire énormément de choses. C'est la défense donc, du droit au respect de l'auteur, de son œuvre et de l'homme. Donc là-dessus, moi je serai intransigeant tant que j'aurai vos chapitres sur ces questions-là. Et sachez que
pour moi, ça veut dire énormément de choses, le droit au respect. Et donc, ce droit moral, oui, on le défendra et on ne fera pas n'importe quoi. Et s'il faut batailler pour éviter qu'un certain nombre de choses qui ne tiennent pas la route voient le jour, il faudra batailler. Mais, bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté de bien faire, d'être à la hauteur, en fait, finalement, de l'exigence artistique que mon père s'est donnée durant toute sa vie. Voilà. Donc là, on a un enjeu, j'ai une ligne directrice, voilà, on est des ayants devoir, on doit respecter ça, et voilà. Donc tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, on ne fera pas n'importe quoi. Merci. Et moi, je vous laisse avec 3 choses très rapides. La première, bravo encore aux musiciens, s'il vous plaît. La deuxième, pour vous résumer en 3 phrases, que moi j'ai pensé du livre de Yann qui a justifié cet entretien qu'on a fait dans Magic. J'ai écrit que c'était un livre qui était vraiment au carrefour de 3 choses, qui sont la biographie d'un homme et d'un artiste, aussi un récit intime, c'est pas des mémoires, mais enfin il y a quand même cette dimension-là, il y a quand même du témoignage à la première personne. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les disques de Jean-Louis Murat, c'est aussi un formidable guide d'écoute. Alors je sais que c'était ton intention, mais pour plonger dans l'œuvre, dans les disques, dans les chansons, c'est vraiment un outil très intéressant. Je le dis d'autant plus avec toute l'immodestie nécessaire qu'à Magic, c'est notre rôle, et de voir que des livres de maisons d'édition font le même travail, ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Et dernière chose, c'est terminé, sauf pour celles et ceux qui veulent discuter quelques minutes avec nous, quelques livres, quelques magazines. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. Cédric, parce que Cédric, finalement, on l'a sollicité, mais très tardivement, et de suite, il nous a dit « Ok, allez, je viens, je vous accompagne dans cette manifestation. » Et puis, un grand merci à Alexia et puis à Antonin, qui font un travail superbe. Je suis